Donc, on commence cette deuxième session donc de communication orale d'endocrinologie. Et donc, avec grand plaisir que je donne la parole au docteur Zadouk du service d'endocrinologie pédiatrique d'hôpital d'enfants de Rabat, qui va nous parler de l'insuffisance surrénalienne associée à une anomalie de la différenciation sexuelle. À vous la parole. Merci Madame la Présidente, chers maîtres, chers collègues. J'ai le plaisir de vous partager notre cas clinique intitulé « Insuffisance surrénalienne associée à une anomalie de la différenciation sexuelle ». Notre petit, il est né en 2009, élevé garçon. Il est admis à l'âge de 2 ans pour une déshydratation aiguë. Dans ses antécédents, on note une consanguinité du 2e degré, une sœur aînée qui est bien portante et 2 avortements chez la maman. Il a consulté à plusieurs reprises depuis l'âge de 15 mois pour des épisodes de déshydratation aiguë ayant bénéficié juste d'un traitement symptomatique qui s'est compliqué de crises convulsives et de coma pour lesquels référé au CHU de Rabat pour prise en charge. Donc à l'admission chez nous, à l'âge de 2 ans, on trouve un enfant déshydraté, apéritique, qui est polypnique et tachycarde, qui pèse 10 kg, soit moins de déviation standard pour une taille qui est normale. Comme vous voyez ici sur la courbe de croissance, pour le poids, il est à la 3e percentile. On note aussi la présence d'une mélanodermie. À l'examen des organes génitaux externes, on trouve une taille de la verge à 2,5 cm, soit un micropénis, et des testicules qui sont vides, qui sont palpés en position inguinale. Donc, à ce stade-là, on est devant un nourrisson de 24 mois, élevé garçon, une consanguinité du 2e degré, 2 avortements chez la maman, plusieurs épisodes de déshydratation aiguë, une mélanodermie et une anomalie de la différenciation sexuelle représentée par un micropénis et une cryptorchidie bilatérale. Donc, le bilan biologique initial a montré une hypoglycémie à 0,50 g par litre, une hyponatrémie à 113 000 équivalents par litre, une natriurèse qui est élevée à 112 avec une hypercalémie à 6,28 et une insuffisance rénale d'allure fonctionnelle. Donc, on est devant une déshydratation aiguë, mélanodermie, un syndrome de perte de sel, une hypercalémie et hypoglycémie. Ça plaide en faveur d'un tableau d'une insuffisance surrénalienne primaire. Confirmé par le dosage biologique de la cortisolémie de base à 8 heures qui était basse à 72 nanogrammes par ml, un taux d'ACTH qui est franchement élevé, supérieur à 1250 nanogrammes par litre, une activité rénine plasmatique sanguine en position couchée est légèrement élevée à 2,85. En urgence, notre petit a bénéficié d'une réanimation hydroélectrolytique avec passage de l'hémisuccinate hydrocortisone par voie parentérale et relais à la voie orale des améliorations cliniques, de la fludrocortisone à 50 microgrammes par jour en 2 prises, sans oublier la carte de l'insuffisance surrénalienne et l'éducation sur l'adaptation des doses. Il a bénéficié aussi d'un abaissement chirurgical des 2 testicules et une cure de micropénis pour une meilleure qualité de vie. Concernant le bilan de l'anomalie de la différenciation sexuelle, le karyotype est 46XY, l'AMH est élevé à 662 picomoles par litre, la testostérone de base à 0,03 nanogrammes par ml, malgré qu'elle n'a pas d'intérêt à cet âge-là. Après simulation, il est 1,01 nanogramme par ml, il n'est pas élevé. La sulfate DHEA à 0,10 micromoles par litre. Sur plan radiologique, l'échographie abdominale a montré une absence d'organes génitaux de type féminin et des testicules en position inguinale qui est confirmée à l'IRM pelvienne par la présence d'une atrophie des glandes testiculaires de siège inguinal bilatéral. Donc, on est devant un karyotype 46XY, une insuffisance surrénalienne primaire, une anomalie de la différenciation sexuelle avec testostéronomie basse après simulation. Donc, on évoquera un déficit enzymatique qui affecte à la fois la biosynthèse des hormones surrénaliennes et les hormones sexuelles. Donc, le premier diagnostic qu'on a évoqué, c'est le bloc enzymatique en 3-bêta déshydrogénase. La 3-bêta, elle agit à ce niveau-là. Donc, en cas de bloc en 3-bêta, on aura une 17-hydroxypregnénolone qui est élevée, et la DHEA aussi élevée. Par contre, la 17-hydroxyprogestérone, elle est basse, et la delta-4 androcénodione aussi sera basse. Et ce n'est pas le cas chez notre petit, quoique que la 17-hydroxypregnénolone est non faite. On a évoqué aussi une mutation du gène SF1
ou DAX1, le gène SF1 agit au niveau de la différenciation à partir du sinus urogénital vers la gonade bipotentielle. Ensuite, la différenciation va se faire soit vers les testicules en présence de ces deux gènes-là et avec le maintien de gènes de soutien, soit la différenciation se fait vers les ovaires en présence du DAX1. Et cela va aboutir à un phénotype soit masculin avec présence de la verge testicule ou bien un phénotype féminin avec développement de clitoris et des grandes lèvres. À l'échelle cellulaire, le SF1 il agit aussi au niveau de la cellule de Sertoli pour favoriser la spermatogénèse. Et il agit aussi au niveau de la cellule de Leydig pour favoriser la stéroïdogénèse avec production de la testostérone. On a évoqué aussi une mutation du gène STAR, la stéroïdogénique acute regulatory. La protéine STAR elle est associée à la membrane mitochondriale externe et permet le transfert du cholestérol vers l'espace intermembranaire. Vous voyez ici, c'est la protéine STAR, elle assure le transport du cholestérol du cytoplasme vers l'intramitochondrial pour favoriser la première étape de la stéroïdogénèse. Ou on évoque aussi une mutation de la CYP11AA ou bien de la P450SCC, c'est l'enzyme qui prend en charge le cholestérol pour le transformer en prégnénolone. Chez notre petit, qu'en est-il de notre résultat génétique là? Chez notre petit, on a diagnostiqué une mutation du gène STAR à l'état homozygote. Cette mutation, la C41AAC, elle est confirmée par plusieurs systèmes qu'elle est pathogène. L'étude génétique elle est faite au laboratoire du professeur Yves Morel. Donc, sur l'arbre généalogique, on a présenté quatre générations avec les 4 haplotypes, l'haplotype A et D. Ce sont les 2 haplotypes qui sont pathologiques. Et vous voyez très bien le père, il est porteur asymptomatique, la mère hétérozygote aussi, l'enfant atteint, il est homozygote. 3 ans plus tard, notre petit a présenté une adénopathie cervicale en faveur d'une tuberculose ganglionnaire et il est mis sous traitement symptomatique avec bonne évolution. Actuellement, on a 8 ans de recul avec une taille qui sont normaux. Le gène STAR est situé sur le chromosome 8 dans la région P11.2, comporte 7 exons et 6 introns. C'est une forme rare et sévère de leucémie congénitale adrénale hyperplasia. Les mutations dans la littérature elles sont décrites entre l'exon 5 et 7, contrairement à la nôtre, elle est décrite au niveau de l'exon 1. C'est une présentation schématique de la protéine STAR et chaque point marqué, il désigne un site de mutation qui est décrit dans la littérature. Et sur le plan fonctionnel, on a déjà dit qu'il facilite le transport intermembranaire. À l'étage moléculaire, vous voyez très bien le cholestérol en violet et les acides aminés de la protéine STAR qui forment une poche de liaison pour favoriser le transport du cholestérol. En cas de mutation, on a une perte d'interaction. Il est sous contrôle hypothalamo-hypophysaire, sous contrôle de l'ACTH, FSH et LH. Et pourquoi on parle de lipides congénitales adrénales hyperplasia? Parce qu'on a une accumulation du gouttelette lipidique qui sont toxiques pour la cellule. Il existe 2 formes cliniques classiques et la forme non classique. Particularité de l'observation. Le bloc enzymatique le plus fréquent chez nous au Maroc, c'est le 21-hydroxylase. C'est la première description au Maroc d'une incision surrénalienne par mutation du gène STAR. Autre particularité qui est décrite au niveau de l'exon 1. Et notre mutation, elle est décrite pour la première fois à l'échelle universelle. C'est une nouvelle mutation. Ça nous permettra de mieux comprendre la protéomique de l'exon 1. Pour conclure, il faut toujours insister sur l'examen des organes génitaux externes. Il faut toujours faire le lien entre les surrénales et les testicules, ne pas traiter un DSD apparemment isolé ou un sang surrénalien apparemment isolé. Et l'étude génétique est toujours souhaitable. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Zad.